Après des années à défier la loi, Al Capone, l'homme qui a dirigé Chicago d'une main de fer, tombe pour évasion fiscale. Sa condamnation à 11 ans de prison fédérale est saluée comme une victoire pour le gouvernement. Alphonse Capone, vous êtes condamné à 11 ans de réclusion dans une prison fédérale. Vous paierez également une amende de 50 000 $. C'est une farce. Vous savez que c'est une chasse aux sorcières. Tout ça pour des impôts? Vraiment? Al, on ne peut rien faire maintenant. C'est la décision du tribunal. Et toi, tu m'avais promis de négocier un meilleur accord. Tu m'as vendu. Le 4 mai 1932, Al Capone commence sa peine à la prison fédérale d'Atlanta. Loin de son empire criminel, il doit s'adapter à un nouveau monde, mais rapidement, son argent et son influence lui ouvrent des portes même derrière les barreaux. Capone, t'es vraiment celui de Chicago? Tu crois quoi? Je ne vais pas m'excuser d'être moi-même. Dans un environnement où l'argent est rare, Capone utilise ses ressources pour gagner des alliés. Il commence par de petits gestes, offrant des billets aux gardiens pour des privilèges mineurs, un repas chaud, une pause dans les corvées. Un peu de café décent, et un journal demain matin, ça devrait pas être un problème, hein? Je risque gros si quelqu'un nous voit, Capone. Tu risques plus à dire non. Fais-moi confiance. Ça reste entre nous. Rien de plus. Je n'oublie jamais ceux qui m'aident. Tu verras. C'est pas grand-chose, mais je peux faire passer des trucs, si vous avez besoin. Je n'oublierai pas ça, mon gars. Continue comme ça. En quelques mois, Capone transforme son environnement. Il s'entoure d'un réseau de gardiens et de détenus prêts à répondre à ses demandes, contre une compensation. Al, tu as l'air fatigué. Tu manges bien? Il te traite correctement ici? Ne t'en fais pas pour moi, Mae. Ce n'est pas le Ritz, mais je m'en sors. Certains gardiens savent être raisonnables. Et si je te faisais venir un bon repas? Ils accepteraient? Chérie, ils regardent tout ici. Mais un peu de café maison, ça ne serait pas de refus. Tu sais que je ferai tout pour toi. Promets-moi que tu resteras prudent. Je promets. Mais promets-moi aussi de te reposer et de ne pas te faire de soucis. Je vais sortir d'ici, Mae. On recommencera à vivre. Les visites sont presque terminées. Finissez votre conversation. Je t'aime, Al. Tiens bon. Moi aussi, Mae. À bientôt. Les privilèges s'accumulent. Capone organise même des repas privés avec des plats apportés de l'extérieur. Mais son luxe commence à attirer l'attention. Voici les rapports, monsieur. J'ai noté tout ce que j'ai vu. Des livraisons, des objets non autorisés, même des repas. Un tapis, une radio, des draps propres, et maintenant des repas cuisinés? C'est inacceptable. Je ne sais pas comment il fait, mais certains gardiens acceptent ces offres. Je n'ai pas voulu me taire, monsieur. Vous avez bien fait, mais cette prison n'est pas une place de marché. Si quelqu'un pense qu'il peut la diriger comme Chicago, il va se heurter à un mur. Que voulez-vous que je fasse? Dois-je surveiller les gardiens impliqués? Non, je vais m'en occuper. Si on laisse passer ça, c'est la réputation de cette prison qui est en jeu. Merci pour votre vigilance. Vous avez accepté des paiements pour accorder des privilèges à Al Capone. Oui ou non? Je ne pensais pas que c'était grave. C'était juste pour un peu de confort, c'est tout. Un peu de confort? Une radio, des repas de l'extérieur, un tapis. Vous appelez ça rien de grave? L'enquête révèle un réseau de gardiens soudoyés pour offrir des privilèges à Capone, allant de repas spéciaux à des meubles non autorisés. Mais face à la crainte d'un scandale, les sanctions restent légères. Je veux des noms. Vous êtes plusieurs à être impliqués, mais cette prison ne peut pas se permettre un scandale public. Je ferai tout ce que vous voulez, mais ne me faites pas perdre mon poste. Les gardiens impliqués reçoivent des avertissements disciplinaires, mais aucun n'est renvoyé. Cependant, les fédéraux insistent pour que Capone soit convoqué et confronté aux accusations. Capone doit répondre à ces accusations. Que ce soit lui ou ses complices, quelqu'un doit être tenu responsable. Les gardiens impliqués reçoivent des avertissements disciplinaires, mais aucun n'est renvoyé.
Cependant, les fédéraux insistent pour que Capone soit convoqué et confronté aux accusations. Nous savons que vous avez organisé tout ça. Les preuves sont claires. Vous avez quelque chose à dire? Je suis juste un homme qui sait se faire respecter. Ça, ce n'est pas un crime. Capone, vos privilèges sont terminés. Cette prison n'est pas un hôtel de luxe. Un homme comme moi fait toujours des jaloux. Mais faites ce que vous voulez, ça ne change rien. Conscient que Capone ne cessera jamais d'exercer son influence, les autorités décident de prendre une mesure drastique. Le transfert vers Alcatraz est approuvé. Le 22 août 1934, Capone quitte Atlanta pour Alcatraz, une prison conçue pour briser même les hommes les plus puissants. Capone devient l'un des premiers détenus transférés à Alcatraz, une prison créée pour neutraliser les criminels les plus influents. Là-bas, ni argent, ni influence ne peuvent l'aider. Bienvenue à Alcatraz, monsieur Capone. À Alcatraz, personne n'est au-dessus des règles. Pas de radio, pas de repas spéciaux, pas de tapis. Vous mangez ce qu'on vous sert, vous dormez sur ce qu'on vous donne, et vous travaillez comme tout le monde. Et si je décide de ne pas obéir? Vous finissez en isolement. Pas de lumière, pas de bruit, juste vous et le temps qui passe. Ici, on brise les fortes têtes, Capone. Vous ne serez pas une exception. On dirait que vous avez déjà décidé que je vais m'opposer. Vous pensez qu'Alcatraz est comme Atlanta ou Chicago. Ici, votre nom ne vaut rien. Vous êtes le numéro 85. Faites ce qu'on vous dit, et peut-être que vous verrez un jour l'extérieur. Alors, je suppose qu'il n'y a pas de deal à faire ici. Votre seul deal, c'est avec le règlement. Et il n'y a pas de place pour négocier. À Alcatraz, Capone est traité comme un détenu ordinaire. Les tâches physiques et l'isolement commencent à éroder son aura de chef. Alors, le roi de Chicago, c'est pas si facile d'être comme nous, hein? Rappelle-moi pourquoi t'es ici, déjà? Moi, je reste un homme important. Et toi pourquoi t'es là? J'ai pas payé mes impôts. Le 23 juin 1936, alors qu'Al Capone travaillait dans la buanderie de la prison d'Alcatraz, un détenu nommé James Critanton Lucas l'attaqua par surprise avec une paire de ciseaux improvisés, qu'il planta dans le dos de Capone. Malgré la douleur, Capone parvint à se défendre, projetant Lucas contre un mur avant que les gardiens n'interviennent. Il survécut à cette attaque, mais cet incident marqua un tournant, symbolisant le déclin de son autorité parmi les détenus et l'isolement croissant qu'il subissait à Alcatraz. Vous avez eu de la chance, Capone. La blessure n'est pas profonde, mais vous devrez rester tranquille quelques jours. Chance. Ce gamin a essayé de me planter comme un porc. Lucas est déjà en isolement. Mais je vous préviens, Capone, les règlements sont clairs. Pas de représailles ou c'est vous qui finirez en cellule d'isolement. Docteur, vous savez pourquoi il a fait ça? Ce gamin cherche à se faire un nom. Il croit qu'en s'en prenant à moi, il deviendra quelqu'un. Ils sont tous pareils, des petits rats qui rêvent de grandeur. Je m'occupe des blessures, pas des querelles d'ego. Maintenant, restez immobile si vous voulez éviter une infection. Un nom, il ne sait même pas ce que ça coûte, un nom. L'incident témoigne des tensions constantes qu'Al Capone rencontrait, même dans l'isolement d'Alcatraz. Cette attaque marquait un tournant dans son séjour au pénitencier. À mesure que la neurosyphilis progressait, Capone devenait un homme brisé. À Alcatraz, il ne faisait plus peur à personne. Il était devenu un symbole de déclin, enfermé non seulement dans sa cellule, mais dans sa propre tête. Faites-les taire. Ces voix, elles me rendent fou. La syphilis, contractée dans sa jeunesse, commence à affecter son système nerveux. Des pertes de mémoire et des évanouissements le conduisent à l'infirmerie d'Alcatraz. Vos symptômes ne font que s'aggraver, Capone. La syphilis est en phase avancée, et cela affecte déjà votre mémoire et votre coordination. Je n'ai pas besoin d'un cours de médecine, doc. Dites-moi juste ce que je dois faire pour aller mieux. Vous pouvez encore ralentir la progression avec un traitement adapté, mais, ici, les options sont limitées. Vous devrez aussi éviter tout stress supplémentaire. Stress? Vous avez vu où je vis? Ce n'est pas exactement un spa. Capone, si vous ne prenez pas cela au sérieux, il y aura des complications graves. Vous devez coopérer, si vous voulez une chance de vous en sortir. Coopérer, hein. Voilà un mot que j'entends beaucoup ces derniers temps.
Faites ce que vous pouvez, Doc, mais ne perdez pas trop votre temps. On sait tous comment ça se termine ici. Je vais parler au directeur et je reviens. Capone est dans un état préoccupant. La syphilis a progressé, et cela affecte clairement son cerveau. Il montre des signes de confusion, et sa condition pourrait empirer rapidement. Qu'est-ce que vous suggérez, docteur? Vous savez bien qu'ici, on ne peut pas offrir des soins adaptés pour ce genre de cas. Je suggère qu'il soit transféré dans un établissement où il pourra recevoir un traitement adéquat. Son état médical dépasse les capacités de ces prisons. Un transfert, vous savez ce que ça implique. Avec son nom, chaque décision que nous prenons sera scrutée à la loupe. Écoutez, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de santé. Si nous le gardons ici, il finira par devenir totalement invalide, et ce sera sur votre conscience. Très bien, je vais contacter mes supérieurs. Mais je ne vous promets rien, docteur. Ce genre de décision ne dépend pas que de moi. Mais dites-moi, docteur, c'est guérissable? Quelle est son espérance de vie? Non, ce n'est pas guérissable. Avec les soins adaptés, il pourrait vivre encore quelques années, mais dans son état actuel, il ne lui reste probablement pas longtemps. Dans ce cas, c'est peut-être mieux de le libérer. Sa famille devrait profiter des derniers instants qui lui restent. Merci. C'est la seule chose à faire, pour lui et pour nous. On va te ramener à la maison, Al. Tout ira bien. La maison, c'est où? En raison de son état de santé critique, le 16 novembre 1939, Capone est libéré après avoir purgé 7 ans. Il retourne en Floride, mais l'homme qui rentre chez lui n'a plus rien du chef du crime.